BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et mon invité, c'est Laurent Bataille, le président de Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que, je le disais tout à l'heure, mais vous avez été élu cette année quand même sur 8000 entreprises, la numéro 1 mondiale en termes d'entreprise de durabilité. Vous êtes l'entreprise la plus durable du monde selon Corporate Knights. C'est pas rien au moment où évidemment s'ouvre la COP26. On va beaucoup parler de cette bataille mondiale pour éviter qu'on décroche et que la planète se réchauffe inexorablement. Est-ce qu'on peut y arriver ? On peut y arriver et il faut être optimiste et activiste. La COP26 est extrêmement importante. On sait que tous les 5 ans, les pays remettent à jour leurs engagements en termes de trajectoire sur les émissions. C'est cette année, donc extrêmement important parce qu'ils prennent un engagement pour les 5 ans à venir et on sait que la décennie à venir est absolument crucial compte tenu de l'inertie dans le système. Et on sait aussi qu'on peut décrocher parce que le GIEC nous dit si on n'augmente pas encore nos engagements, si on n'accélère pas, on va atteindre une sorte d'étape où on ne pourra pas faire machine arrière. Alors c'est tout à fait exact. D'ailleurs, on n'est pas sur les bonnes trajectoires en moyenne pour le moment. C'est pour ça que vous voyez des pans entiers de la géographie mondiale qui commencent à bouger. Par exemple, l'Union européenne qui se dit je vais prendre une trajectoire qui est plus exigeante avec ce qui s'appelle le Fit for 55 à horizon 2030. Mais donc on voit qu'il faut être proactif et vraiment lever la barre. Alors vous, proactif, vous l'avez été depuis longtemps, ce qui vous vaut ce classement. Beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises qu'on reçoit nous disent, mettent en avant leurs engagements en termes de RSE d'emblée, même avant leurs résultats financiers. Est-ce qu'il y a encore du greenwashing ou est-ce que vous pensez, parce que ce sont vos clients, vous aidez vos clients d'ailleurs en optimisant les flux électriques, les flux d'énergie, à atteindre ces objectifs. Est-ce que vous les sentez sincères, vos clients, aujourd'hui ? Complètement, oui, il y a un énorme changement. Je pense que d'ailleurs la crise de Covid a été une accélération majeure. Elle montre la fragilité de nos sociétés face à des risques très importants. Et je pense que ça permet à tout le monde de se dire voilà, que le changement climatique arrive, celui-là c'est un risque certain. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer ? Donc oui, on a beaucoup de grandes entreprises qui viennent nous voir en nous disant on aimerait reprendre l'ensemble de notre stratégie dans un contexte de travail sur la durabilité, est-ce que vous pouvez nous aider ? On a fait un certain nombre d'annonces comme ça avec Nexans, ST Microelectronics, Velux. Velux, j'ai vu hier, Donc du coup, parce que c'est vrai que, en plus pour les entreprises aujourd'hui, il y a une sincérité, peut-être parce qu'elles ont pris conscience, il y a aussi une nécessité parce qu'elles ne trouvent plus l'argent pour se financer auprès d'investisseurs si justement elles ne prouvent pas qu'elles font de vrais efforts et qu'elles s'engagent réellement pour atteindre les objectifs. Alors vous avez entièrement raison, c'est probablement un des plus gros changements des 2 dernières années, c'est vraiment le fait que la communauté financière au sens large maintenant se préoccupe extraordinairement des critères ESG et en particulier de l'impact environnemental des entreprises. On voit de plus en plus d'analyses sur les fonds par exemple, disant on ne veut plus financer les entreprises qui ne prennent pas le changement climatique de façon sérieuse. Alors comment vous faites concrètement, Laurent Bataille, quand une entreprise vient vous voir et vous dit effectivement, il faut que je revoie entièrement mon organisation, notamment en termes de flux d'énergie, d'optimisation de l'énergie. On va prendre un exemple. Tiens, tout à l'heure, Frédéric Simotel nous racontait que les GAFAM sont un peu montrés du doigt à la COP26 parce que ce sont aussi des gros émetteurs d'émissions carbone, notamment avec les data centers. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les data centers, on est tous responsables, on envoie des mails tous les jours, soient autant consommateurs d'énergie? Alors la première chose que je dirais, c'est que c'est vrai qu'ils sont consommateurs d'énergie, mais c'est aussi un des secteurs qui a le plus travaillé sur son efficacité énergétique. On l'a vu dans les dernières années. Ils ont eu des approches diverses et variées, un certain nombre qui sont centrées sur la technologie. Par exemple, on utilise un certain nombre de nos softwares pour gérer leurs infrastructures en termes énergétiques. Et je peux vous dire qu'il y a eu énormément d'améliorations et d'optimisation du fonctionnement énergétique. Et également, souvent, en fait, l'énergie elle est utilisée pour refroidir le data center. Donc on voit beaucoup de choix qui sont assez innovants en termes de technologie. Par exemple, utiliser ce qu'on appelle du natural cooling avec des flux d'air ou des flux de liquide qui a vraiment aidé à améliorer l'efficacité. Dernier point, ils ont aussi beaucoup investi en fait dans de l'énergie verte. Donc les data centers et les GAFAM de façon générale ont contracté beaucoup de ce qu'on appelle PPA, Power Purchase Agreement, pour avoir de l'énergie verte, ce qui permet ensuite aux entreprises d'électricité d'investir dans les renouvelables. Alors, autre secteur très consommateur d'énergie que vous aidez aussi, c'est le bâtiment. Bien sûr.
Alors le bâtiment reste un des très très gros secteurs en termes d'émissions de CO2. En fait, quand on regarde depuis la construction jusqu'à la phase de démantèlement d'un bâtiment et qu'on regarde l'ensemble de l'industrie du bâtiment dans le monde, c'est à peu près 40% des émissions de CO2. Ah oui. Donc là, il y a énormément de travail. Nous, en particulier, je peux vous citer deux dimensions qu'on pousse énormément. La première, c'est du design qui soit vraiment ce qu'on appelle just enough, donc du design optimisé pour le bâtiment. On fait ça avec du software. Vous avez peut-être entendu parler de BIM. C'est toutes les technologies de software pour modéliser les buildings avant qu'on les fabrique, ce qui permet vraiment de les construire de la meilleure façon possible en termes de capacité de réseau électrique, capacité de refroidissement, etc. Donc on économise beaucoup de ressources grâce à ça. Le deuxième point qui pour nous est important, c'est l'optimisation de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On vient d'annoncer par exemple l'ouverture d'Intensity, qui est un nouveau centre de R&D de Schneider en France, qui consomme 9 fois moins que le bâtiment tertiaire moyen en Europe. Là, vous expliquiez que vous étiez, donc du coup, vous modélisiez en quelque sorte les bâtiments pour mesurer leur flux d'énergie. Je recevais la semaine dernière le patron d'Asso Systèmes, Bernard Charles. Est-ce que vous êtes concurrent du coup maintenant de boîtes comme Dassault Systèmes qui répliquent en fait de manière digitale des bâtiments? Alors concurrent, je ne sais pas. Si vous voulez, Dassault vient vraiment du PLM et je dirais de la modélisation du design des produits, puis des process industriels. Nous, en termes de software, on est très présent dans la partie opération et maintenance, en particulier des infrastructures, que ce soit les infrastructures industrielles, on est leader mondial dans l'opération et la maintenance des usines en fait, et des grands sites industriels, mais également dans le bâtiment. Voilà, donc on n'est pas exactement sur les mêmes trajectoires, ni les mêmes... Mais il y a des points de rapprochement maintenant, voilà, forcément. Progressivement, c'est possible. Alors on va parler de vos résultats parce qu'ils sont quand même très bons. Vous les avez publiés, 7,22 milliards d'euros sur le trimestre, en hausse de 11,8%. Vous n'êtes pas touché par les pénuries, vous? Malheureusement, si. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire encore mieux. Et d'ailleurs, ça faisait partie des explications qu'on avait sur le troisième trimestre. C'est-à-dire qu'on a des commandes qui ont un rythme encore supérieur à nos ventes. Voilà, donc on doit tous gérer les problèmes de chaîne d'approvisionnement, en particulier autour d'un secteur spécifique, qui sont les semi-conducteurs. On n'a pas nécessairement autant de chips semi-conducteurs qu'on voudrait pour nos produits électroniques. Alors, Schneider Electric, aujourd'hui, c'est 128 000 salariés, pour un chiffre d'affaires à peu près 30 milliards, 15 000 en France. J'ai vu que vous aviez près de 100 sites en France. C'est encore une industrie qui nécessite beaucoup de points d'implantation très locaux et très disséminés. Pourquoi? Alors, on a une vraie empreinte physique en France, effectivement une centaine de sites. C'est fait d'à peu près un tiers de sites qui sont plutôt dans la R&D. On est très fort en recherche et développement en France, en particulier dans la région de Grenoble, où on a des gros centres d'ingénierie. Deuxièmement, on a des usines, c'est l'autre tiers. Et le dernier tiers, ce sont nos agences commerciales. Alors on a effectivement aussi une vraie présence industrielle au travers de nos usines, en particulier avec des usines spécialistes mondiales qui ensuite envoient des composants ou des produits intermédiaires à d'autres usines d'assemblage dans le monde. Est-ce que du coup, tout ça, puisque vous avez cette implantation internationale, assez bien répartie d'ailleurs, est-ce que vous avez été très sévèrement touché par les ruptures d'approvisionnement, par la supply chain, par le transport, par les coûts des transports, les coûts des matières premières? Alors je dirais, on a partout, chez Schneider, une spécificité on est très locaux. On a vraiment une stratégie locale. C'est vrai aussi pour notre chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que généralement, on a nos usines dans les endroits où les produits sont utilisés. Donc on a vraiment ce qu'on appelle un hedging naturel qui est de très bon niveau. Maintenant, quand vous regardez l'industrie spécifique des semi-conducteurs, vous avez un certain nombre de nœuds de fabrication mondiaux, particulièrement en Asie et Asie du Sud-Est, qui ont été assez touchés par Covid. Souvenez-vous, quand la Malaisie a refait un lockdown il n'y a pas si longtemps, ça a impacté toute la chaîne des semi-conducteurs mondiaux. Vous avez 2000 ingénieurs et techniciens en R&D, vous parliez des labos de recherche. Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous que pour d'autres de recruter des gens de talent aujourd'hui? On a l'impression que c'est un peu le nœud d'étranglement de la croissance mondiale. Alors, c'est vrai qu'il y a une guerre pour les talents. Schneider, nous, on dépense 5% de notre chiffre d'affaires en R&D pour amener l'innovation tous les ans dans nos produits. Et évidemment, il y a une course pour avoir le maximum de profils digitaux. Je dirais aujourd'hui, on a une vraie chance chez Schneider, c'est qu'on est extrêmement attractif. Si vous voulez, toutes les étoiles sont alignées pour que le groupe, qui est à la fois
pousse la transformation énergétique et également la transformation des processus industriels, à un moment où on parle de COP26 et de changement climatique, fasse rêver beaucoup de jeunes et j'en suis extrêmement heureux. Et on sait que pour les jeunes, hein, la raison d'être des entreprises dans lesquelles ils travaillent est devenue pour eux peut-être le premier critère hein, du choix de l'entreprise. Hein. C'est probable. C'est-à-dire qu'avoir du sens dans son travail, et nous chez Schneider on en a, c'est-à-dire tous les jours on se dit on peut faire un pas pour éviter les changements climatiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Merci beaucoup Laurent Bataille, président de Schneider Electric, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.